Je trouve personnellement que les plus beaux films où on voit l'impact de la découverte... Enfin, John Huston aussi. Non, non, les plus beaux films, c'est ceux où c'est pas visible. Autrement dit, Marnie, que je tiens pour un des plus beaux films d'Hitchcock, c'est évidemment... C'est un cas clinique. Sauf que celui qui est l'analyste, c'est Sean Connery. Oui, enfin, c'est un analyste sauvage, il n'est pas analyste du tout. Non, mais attends, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est quand ça se voit pas et que c'est pas dit clairement qu'on voit mieux l'impact que quand on représente des psychanalystes. Moi, je préfère Marnie au Dr Edwards. Oui, mais pour moi, les chefs-d'œuvre absolus sur la psychanalyse, c'est Woody Allen, Une autre femme. Non, pas pour moi. Une autre femme, je trouve. Non, mais il a raison, Une autre femme, c'est une merveille. Oui, mais comme je vois pas les choses. Enfin, bon. Moi, je suis plus cinéphile. Vous écoutez comme ça, par les tuyaux, comme ça, quelqu'un qui est en train de raconter, on se projette. J'étais tellement cinéphile. Non, mais c'est vraiment un film d'analysant, le film de Woody Allen. C'est vraiment le film de quelqu'un qui a vécu avec la psychanalyse. C'est pour ça que j'aime pas trop. C'est un film d'allongé, si je puis dire. Oui, mais c'est pour ça que j'aime pas trop. Ça, c'est vrai Ah oui. Moi, j'aime pas trop. Comment est-ce que vous ressentez ça en étant vous-même cinéaste? C'est pour ça que moi-même, j'ai jamais été analysé. Je sens bien la différence. Moi, j'aime pas quand on. Je pense que c'est plus intéressant quand c'est pas visible. Voilà. Pourquoi? Mais enfin, non, mais t'exagères un peu là, Elisabeth, parce que Marnie, c'est très très visible. C'est un film qui est délibérément à l'ombre ou au soleil, comme on voudra, de la psychanalyse et de la culture. C'est pour ça que je trouve génial. Oui, mais c'est pas... Oui, mais... Non, mais il n'y a pas d'analyste. Mais enfin, tout d'un coup, Sean Connery prend... Alors, ce qui est très passionnant, c'est qu'on a le sentiment qu'un mari ou un amant peut devenir l'analyste d'une absolument. Ce que j'aime, c'est quand en arrière-fond, quand on voit Limelight de... Ah bah oui, alors là, c'est évidemment... Claire, d'ailleurs, j'aime bien quand c'est pas visible et qu'il y a des tout petits signifiants qui apparaissent. Par exemple, dans Marnie, elle se met à lire un livre du Dr Freud. Bon. Dans Limelight, à un moment donné, Chaplin dit hop, le Dr Freud. Et en ce sens, d'ailleurs, il y a une différence des types d'immigrants, des types d'immigration chez les cinéastes américains. C'est sûr que Kazan, c'est évident. Kazan, c'est un peu plus tardif quand même. Oui, mais déjà. Kazan... C'est un cinéaste d'après-guerre, Kazan. Oui, mais Kazan, comment s'appelle Nicolas Ray. Nicolas Ray, c'est un Américain, pur jus. Oui, mais on voit quand même... Enfin, il a un rapport à l'Europe, hein. Oui, mais c'est un vrai Américain, mais fils d'après-guerre, comme c'est très Jackson Pollock, comme ça, contemporain. Fils d'immigré quand même, fils d'immigré polonais. Oui, mais c'est pas... Enfin, quand même. Bon. Ça, ils sont tous, alors à ce moment-là, ils sont tous immigrés. Mais oui, mais je pense qu'il y a un lien entre... Alors, Kazan, bon, c'est évident, mais il y a Non, mais il y a une grande émigration d'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres qui est venue faire du cinéma muet puis du cinéma parlant jusqu'à la guerre. Il y a Lang pour commencer, il y a et puis tous les autres. Alors, il y a une très grande différence entre le cinéma français et le cinéma américain. C'est-à-dire que le cinéma... Dans la représentation de la psychanalyse? Oui, le cinéma français... Et monter le transfert, par exemple, de Benex, je ne sais pas. Non, mais attends, on va parler des films sérieux. On ne va pas parler de ça. Il y a c'est le cinéma français, ça aussi, oui. Non, il y a les modes de pénétration, les modes d'implantation de la psychanalyse en France et aux États-Unis ne sont pas les mêmes. Autrement dit, ce sont en français les littéraires, c'est-à-dire les surréalistes, la Nouvelle Revue Française, le monde philosophique et le monde littéraire qui s'est approprié les thèses freudiennes, mais pas du tout le monde cinématographique. Pas Renoir, pas les cinéastes français, pas du tout, pas du tout. Alors qu'aux États-Unis, le monde littéraire se l'est pas du tout approprié, le monde philosophique, pas du tout, c'est revenu par le biais de la French Theory. En revanche, tout le cinéma hollywoodien en est marqué. Donc il y a une très grande différence. Non, tu ne trouves pas? Oui, il y a une très grande différence. Tiens, j'ai appris une petite anecdote aussi dans les films de John Huston sur Freud. Et les rôles de l'analysant, c'était c'est une longue histoire. J'ai écrit un grand texte là-dessus. Marilyn devait jouer les rôles. Alors c'est une longue histoire parce que j'écris un texte sur le scénario Freud de Sartre. C'est bien entendu la famille c'est Anna Freud qui a empêché Marilyn Monroe
d'interpréter le rôle, parce qu'il ne voulait pas. Et on aurait eu évidemment un film encore plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien dans le film de John Huston, c'est Montgomery Clift. Oui. Parce qu'un Freud interprété par un angoissé, et surtout, Clift a montré. Enfin, John Huston a eu les Misfits d'après. Il a montré le premier Freud, c'est-à-dire, là, le tout premier, justement, le jeune. Pas le vieux. Ouais. Et le jeune Freud, c'est-à-dire celui de 1896, le moment de l'abandon de la théorie de la séduction. Et ça, le film, sur ce plan, est admirable. Donc, les rapports avec Fliss, tout ce moment-là, c'est-à-dire le Freud qui doute, le Freud qui est complètement hagard dans les rues de Vienne. Si on avait eu Marilyn Monroe qui était la patiente, ça devenait fantastique. Bon. Pas convaincu, non? Si, moi j'aime bien ce film. Et puis s'il y avait eu Marilyn, ça aurait été évidemment au lieu de Susanna York. Je crains que ça aurait été quand même un petit peu kitsch. Ça aurait été génial. Peut-être. Freud cherchant Marilyn dans un bordel. Monty Clift, il a fait une autre fois un psychanalyste très marquant dans Soudain l'été dernier, où il était absolument génial. Oui, tout à fait. C'est quoi ce film? Je l'ai vu, j'en rappelle pas. Monkey c'est encore un cinéaste d'Europe centrale. Lui, il y a de la psychanalyse partout. Freud et Sherlock Holmes. Ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Billy Wilder. C'est tout à fait autre chose. Ouais. J'aime beaucoup ce film. C'est la solution à 6%. Voilà. J'aime beaucoup. Mais il a très rigolo. Un réalisateur contemporain qui fait pas mal des références aussi à la psychanalyse, c'est Brian De Palma aussi. Oui, mais ça, c'est en hommage à Hitchcock, en quelque sorte. C'est pas lui direct. Brian De Palma s'amuse toujours, très brillamment souvent, à passer par Hitchcock. Il passe par Hitchcock, je suis d'accord. Mais même vous-même, vous avez fait des films autour de l'hypnose, non? Il a quelques années. Moi, oui, c'était assez particulier, il s'appelait Le 7e ciel. Ouais. Et c'était aussi un rapport un peu avec la psychanalyse, quand même, tout ça. Oui, sûrement, oui. Je dirais plutôt avec la canaillerie analytique, comme disait Lacan. Voilà. Et mais justement, c'est pour ça. Et vous dites, et je sais pas, j'ai lu quelque chose que vous avez dit. Un psychanalyste ne doit pas être une canaille et une belle âme, grosso modo, être un peu des deux en même temps. Moi? Oui. dit ça. Non, ça c'est j'ai vu une interview de vous chez Au San Rock, il a quand même pas mal d'années. Non, mais alors je dis n'importe quoi. Non, mais c'était Au San Rock, c'est vous qui l'avez dit. Mais personne ne doit être une belle âme, mais personne ne doit être une canaille. Entre les deux, dit comme ça, serait une bonne. Entre les deux, voilà. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Oui, l'un et l'autre un peu. Non. Et donc je me suis trompé. J'aime pas les canailles et j'aime pas les belles âmes personnellement. Donc d'ailleurs, c'est souvent les mêmes. C'est vrai? Ouais. Mais donc j'ai mal lu l'interview que vous avez donnée au San Rock, il a quand même pas mal d'années, je pense. Ah bah vous voyez, non, je m'en rappelle pas en tout cas, je vois pas très bien à quoi ça rimerait. Ouais. D'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, justement, est-ce que ça vous tente encore de continuer à filmer ou faire des choses autour de la psychanalyse, parce que c'est un domaine, qu'est-ce qu'il a de plus compliqué par rapport à d'autres façons de faire du cinéma, ou d'autres, parce que Freud représentait la psychanalyse, ça devait être quelque chose de relativement compliqué quand même malgré tout. Non, c'est compliqué à rendre convaincant ou à réussir, oui, sans doute, mais comme à peu près tout, comme de filmer un cheminot, Renoir la bête humaine, ou des aviateurs. C'est ça. Moi, j'ai essayé de filmer ce que pouvait être la psychanalyse, comme j'aurais filmé un film sur les débuts de l'aviation. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, ça, c'est peut-être un peu bref et un peu court de dire ça, parce que c'est évidemment jamais la même chose, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose de si particulier que ça pour un cinéaste, ou qui mette en jeu des trucs extrêmement spéciaux, délicats, difficiles. Voilà, je crois pas. Moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'est que des psychanalystes, quand ils verraient le film que j'ai fait, puisque vous parliez de cette Marie Bonaparte, s'y retrouvent et soient touchés. Comme de la même façon que si j'avais fait un film, je reprends cet exemple sur les débuts de l'aviation, ça m'aurait intéressé de le montrer aux aviateurs et que ça les intéresse. Voilà, vous voyez. Et les retours, ça a été quoi, en fait, des psychanalystes qui ont vu votre film? C'était une séance extravagante. Elisabeth était là un jour où on avait convoqué, invité au Palais des Congrès, je crois, à peu près 1000 analystes qui étaient venus de partout. 1000 analystes de l'école de Miller. Voilà, et des Lacaniens.
Il n'est rien parce qu'il y a 19, chapelles. Les scénaristes, c'est une grande famille, les scénaristes. En tout cas, ils étaient 900 ou 1000 et ils étaient très convaincus, très emballés. Non, parce qu'ils ne comprenaient pas bien Marie Bonaparte, puisqu'il y a quand même eu une séquence dont je me souviendrai toute ma vie. Je ne sais pas si tu te souviens. Plusieurs sont intervenus en disant « Vous avez mis un portrait de Lacan dans le bureau de Freud ». Je n'ai jamais fait ça. Bien sûr. Ah ouais. Mais dans la salle, oui, ils étaient persuadés. Ils sont des convaincus. C'est vrai. C'est quand même fascinant. Ils avaient halluciné. Ils avaient halluciné la présence d'un portrait de Lacan dans le film. Alors pour être lacanien, il faudrait savoir ils étaient absolument convaincus. Et je me souviens qu'on a même dit, on va le repasser pour voir si c'est vrai, parce que comme moi, l'objectivité des faits, elle compte. Et donc, tu te souviens de ça? Oui, et évidemment, pour les journalistes qui étaient... Il y avait plein de journalistes qui lançaient. Et ils m'ont parlé, parce qu'à la fin, j'ai un peu discuté. Et c'était épouvantable comme vision du monde psychanalytique.